Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Merci d'être présents aujourd'hui. Juste après le déjeuner, donc rassurez-vous, on va s'assurer que l'intervention soit la plus interactive et la plus intéressante possible. Alors deux mots rapidement, donc je me présente pour ceux que je n'ai pas encore le plaisir de connaître. Je m'appelle Alexandre Poutaro, je travaille chez Carte Bancaire depuis une dizaine d'années justement sur les sujets des paiements digitaux. Une dizaine d'années, mais depuis bien plus longtemps encore, depuis 40 ans, Carte Bancaire façonne le monde des paiements en France. Et aujourd'hui, je suis ravi d'animer cet atelier de 45 minutes pour explorer ensemble l'écosystème ou tout ce qui est mis en œuvre pour favoriser le développement des paiements digitaux. Et chez CB, notre mission, c'est justement d'accompagner et d'accélérer cette transition vers des paiements beaucoup plus numériques. Et la finalité, c'est rendre le paiement encore plus simple qu'il ne l'est aujourd'hui, encore plus sécurisé et aussi plus inclusif, c'est-à-dire accessible par le plus grand nombre. Et nous travaillons sans relâche depuis toutes ces décennies pour mettre sur le marché ou accompagner la mise sur le marché de solutions innovantes. Donc on a connu le paiement sans contact qui a révolutionné la dernière décennie. Plus récemment, on est dans le développement des solutions pour le paiement e-commerce. On y reviendra un peu plus tard. Et puis on a l'arrivée de toutes les solutions de wallet. Vous savez, les paiements via Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, etc. Ce ne sont pas les seuls. Et cependant, ces solutions que je viens d'évoquer, finalement, il n'y a pas que la technologie, il n'y a pas que les services. Il y a aussi le paiement vu comme un facteur de croissance pour les commerçants et les prestataires de services, qu'on peut appeler aussi les PAT ou les acquéreurs. Donc voyons ensemble, pendant ce temps qui nous est imparti, pour faire le tour d'horizon sur toutes ces solutions de paiement innovantes qui constituent notre quotidien d'aujourd'hui, et aussi voir quelle place elles vont prendre demain. Donc écoutez, on en a pour 30 minutes, soyez attentifs, et puis à la fin, il y aura une session de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à scanner les QR codes qui sont situés sur chaque slide, de façon à ce que les questions puissent nous être remontées, et on les abordera en fin de session. Bien, commençons par une présentation. Patricia, est-ce que tu peux nous dire quel est ton rôle aujourd'hui chez Deezer et puis quelques mots sur ton entreprise? Bien sûr. Déjà, Alex, merci pour la présentation et merci à CV pour l'invitation aujourd'hui. Si je me permets, est-ce qu'on peut passer à la prochaine slide? Parce que j'ai préparé un petit slide sur Deezer. Merci. Je m'appelle Patricia. Bonjour tout le monde. Je m'occupe de toutes les relations partenariat-paiement chez Deezer. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une entreprise qui va permettre la connexion entre les artistes et les publics comme nous, à travers une plateforme de streaming de musique, des médias et des podcasts. Actuellement, nous avons 10 millions de abonnés sur la plateforme. On est présent dans 180 pays avec une focalisation sur l'Europe et sur l'ATAM, l'Amérique latine. La France, notamment, fait partie de nos marchés clés. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec CV de la main. On a eu une croissance de presque 8% l'année 2023 par rapport à l'année 2022. Et on n'est pas qu'une entreprise de B2C, on fait beaucoup les B2B. On a des partenariats avec des entreprises de la taille de Orange en France, ou Mercado Pago, Mercado Libre en Amérique latine, Sonos en US, etc. Juste pour vous parler vite fait sur les produits, et je m'arrête là, j'ai promis. On se focalise beaucoup sur l'expérience autour de la musique à l'intérieur de l'application avec des fonctionnalités comme Transfer My Music et c'est To My Music. Si vous êtes dans notre plateforme et vous voulez transférer votre playlist vers Deezer, vous pouvez le faire dans 2 secondes. Ensuite, on a aussi des expériences à l'extérieur de la plateforme avec des concerts, avec des sets de playlists de DJ et des événements privés avec des artistes locaux et internationaux. Merci. Merci Patricia. Franck, 2 mots sur ce que tu fais à la STET. Alors, bonjour à tous, merci de cette invitation. Donc, chez STET, je suis en charge d'une business line qui correspond à l'ensemble des solutions de paiement en temps réel et digital, donc pour l'ensemble de la communauté, et on va en parler un petit peu plus pour la découverte de la STET. Donc STET, vous avez derrière nous les chiffres clés de STET, est un acteur industriel
est un des principaux processeurs en Europe. Notre activité est principalement en France et en Belgique et on réalise la compensation et le règlement de l'ensemble des moyens de paiement, comme vous pouvez le voir. Donc ça touche aussi bien les paiements retrait carte que également l'ensemble des paiements SEPA, donc SDD, SCT, SCT, Inst. Les paiements Minos, donc les chèques, oui, ils sont encore là. Donc ils sont toujours là. Et à côté de ça, on développe des solutions à valeur ajoutée qui sont nos offres justement de plateforme digitale carte, mais également des solutions de lutte contre la fraude. Donc en complément de ça, nous avons d'autres activités avec notre filiale Cepamel EU qui nous a rejoints sur la place. Et on pourrait dire que notre ADN, c'est la sécurité, la résilience et performance de nos solutions dans un environnement fort et au service de nos clients. Donc Franck, hein, pour bien reprendre, lorsque j'ai fait une opération de paiement avec CB, derrière, les tuyaux techniques, hein, si je peux simplifier comme ça, c'est chez vous. Alors, c'est chez nous à partir du moment où on est dans un paiement interbancaire pour ce qui concerne l'autorisation. Et puis, pour l'ensemble des paiements aujourd'hui qui peuvent se réaliser, oui, ça passe par STET. Merci Franck, c'est très clair. Benoît, à toi de jouer. Bonjour à tous. Donc je suis chef de projet chez CB depuis une dizaine d'années et je suis en charge de tous les projets relatifs au paiement mobile, donc les fameux XP, mais aussi d'autres solutions dont on va parler aujourd'hui. Merci à tous les trois pour ce tour d'horizon. Alors on va commencer la session de questions-réponses avec Patricia. Et est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots quels sont vos cas d'usage de paiement chez Deezer? Comme vous le savez, j'espère, en tout cas, nous sommes une entreprise d'abonnement. Donc, dans l'abonnement, normalement, on a deux types principaux de transactions. La première, c'est la transaction d'enrôlement. C'est quand l'utilisateur arrive chez Deezer, ensuite saisit les informations, enregistre un moyen de paiement et finalement accepte un contrat de récurrence. Là-dessus, on va appeler ça les CIT parce que c'est une transaction acceptée volontairement pour l'utilisateur. C'est Customer Initiated Transaction. Et pour nous, en Europe, on va passer toutes les transactions en authentification forte avec des challenges parce qu'ils ont mis ça en offre obligatoire et en tant qu'entreprise d'abonnement, c'est la règle. Une fois que l'utilisateur est arrivé chez Deezer, on va déclencher les transactions récurrentes, que c'est déjà les volumes principaux des transactions chez nous. Là-dessus, on va travailler beaucoup pour la rétention. Donc, en fait, les transactions récurrentes, déjà, c'est la transaction initiale flaguée comme une transaction MIT, c'est un Merchant Initiated Transaction. C'est pour empêcher l'utilisateur d'être dérangé par rapport à les devis qu'il va avoir chaque mois ou chaque année, dépendant de l'offre que l'utilisateur a pris. Et là, on va beaucoup lutter contre l'effet de maintenir l'utilisateur content sans l'empêcher. Ça veut dire on va, par exemple, avoir une stratégie pour les retentatifs de paiement s'il y a un paiement en échec et il c'est un refus temporaire, comme une carte, par exemple, une carte bloquée temporairement, ou pas de l'argent, etc. Et sur les types de refus plus permanents, on va utiliser les fonctionnalités dans les marchés, notamment CV avec Updater. Et finalement, si à la fin on n'a pas des choix, malheureusement, on va déranger l'utilisateur pour revenir vers nous et dire écoute, tu dois actualiser tes coordonnées bancaires. Moi, personnellement, je n'aime pas parce que quand j'ai une nouvelle carte, je dois actualiser tout partout. Donc, ça me dérange, mais bon, on doit le faire. Donc, principalement, c'est les deux types de transactions que nous savons actuellement chez Deezer. Donc, 100% e-commerce, pas de paiement en magasin. On est pile dans les paiements digitaux, en fait, dans le cœur de cible. Complément, ouais. Et sur les années 2024 et là, tout début 2025, tu as cité Updater tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres innovations qui t'ont marqué, que vous avez mis en place chez Deezer et qui vous ont apporté quelque chose? Je vais parler plutôt peut-être des innovations qu'on va faire à l'avenir, peut-être au mieux pour vous expliquer. Et pour répondre mieux à ces questions, je voulais vous montrer les slides que vous voyez maintenant. Et, ça, c'est la manière comment on va catégoriser les transactions chez Deezer. On a actuellement 3 plateformes, la web, iOS, que c'est Apple, et Google, Android.
je vais parler seulement du paiement, bien sûr, parce qu'il y a plus d'informations là-dessus, mais bon. Donc, les méthodes de paiement chez Deezer vont être catégorisées par cette catégorie. Donc, en web, comme vous voyez, il y a les moyens de paiement disponibles par pays. La page de paiement qui montre tout de suite là, c'est en France, bien sûr, parce qu'on est en France. Donc là, vous pouvez payer avec la carte, PayPal ou votre numéro mobile. Là, bien sûr, c'est la partie plus customisable parce que si on a un besoin spécifique ou on voit un comportement changer dans un marché, on va parler avec notre prestataire de paiement, voir si les moyens de paiement qu'on cherche est disponible avec eux, et là, on va pouvoir les implémenter. Je pense que tout le monde connaît ça et je ne parle pas de grandes choses là-dessus. Ensuite, les deuxième plateforme pour nous, c'est iOS. Et si je me permets, on peut cliquer sur... parce que j'ai montré une petite vidéo de comment ça déclenche. Donc là-dessus, vous voyez, l'utilisateur a choisi un moyen de paiement. Pardon, l'option de Premium. Ensuite, il a payé avec Apple, avec l'authentification biométrique. Et le paiement est passé. Parfait. Pour nous, ça c'est une plateforme différente. Pourquoi? Parce que, comme vous voyez, il n'y a que Apple Pay ou Apple In-App Purchase, pardon, comme moyen de paiement. Et vous me disiez peut-être, Patty, mais c'est Apple Pay. Non, c'est pas Apple Pay exactement. Oui et non. Opérationnellement, ça fonctionne de la même manière. Mais les deux grandes différences, c'est que pour Deezer, l'interlocuteur, ce n'est pas les prestataires habituels de la carte, sinon c'est Apple. Et deuxième chose, on n'a pas le même niveau d'information qu'on a avec Apple Pay. Avec Apple Pay, on peut voir si c'est la carte LCL, si c'est la carte Société Générale, peu importe. Mais avec Apple Pay, on n'a pas ce type de niveau de visibilité. Donc là-dessus, la raison pour laquelle on a... En fait, la raison pour laquelle c'est pas qu'on a décidé juste de montrer Apple, c'est juste parce que on peut pas en fait inclure un autre moyen de paiement actuellement sur Apple. Pourquoi? Parce que Deezer, c'est une application où les services est la même application. Et dans ce type de situation, Apple ne permet pas le fait d'ajouter un autre moyen de paiement. Donc, on reste avec Apple. L'avantage, bien sûr, c'est aussi qu'Apple, il y a des fonctionnalités qui gèrent eux-mêmes, comme les retries ou, par exemple, les remboursements. Ce sont des process qui sont gérés directement par les prestataires. Et finalement, pour Google, pour parler de la dernière image, si tu peux juste faire play, merci. C'est à peu près la même situation quand vous voyez les utilisateurs choisissent les produits. Ensuite, il y a une authentification biométrique. Et ça fonctionne très similaire à Apple. Ça veut dire qu'on ne peut pas, pour le moment, offrir... Chez Google, honnêtement, il y a une différence, c'est qu'on peut offrir un autre moyen de paiement. Mais la subtilité, c'est que si on décide d'inclure un autre moyen de paiement, on doit payer pas que les prestataires de la carte au PayPal, ou peu importe les moyens de paiement, mais aussi à Google. Donc dans ce cas, ça devient trop cher pour nous. Et pour le moment, on n'a pas trouvé cette solution profitable. Donc niveau d'innovation, pour web, on va décider d'inclure une fois que ça sera récurrent Apple Pay. C'est récurrent, mais actuellement, si l'utilisateur change le téléphone, moi, je ne peux pas continuer à les éviter. Les clients vont se trouver avec une interruption dans les services. On ne veut pas ça. Donc, une fois que ça sera prêt, on envisagera de pouvoir inclure Apple Pay. Et sur la partie In-App Purchase, on va plutôt travailler sur la partie produit. Ça veut dire bien expliquer à l'utilisateur les parcours, les avantages. Tu sais qu'on peut offrir dans l'application et bien sûr aussi travailler sur le fait de pouvoir les montrer ce qu'il peut faire facilement en tant que paiement et l'expérience est plus fluide. Donc normalement, on devrait avoir plus de conversions là-dessus. Merci Patricia pour avoir ouvert notre horizon, parce que là, on n'était pas sur de l'Apple Pay ou du Google Pay classique. Comment tu appelles ça? C'est le In-App Purchase? Ouais, c'est les paiements In-App Purchase. Voilà. Et ça rentre dans la digitalisation des paiements. Néanmoins, ce ne sont pas forcément les solutions qu'on a l'habitude, nous, monéticiens, de voir au quotidien. Merci pour cet éclairage. Benoît, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le catalogue de services que CB met à disposition Bien pour faire sûr, des paiements Alexandre. digitaux? Donc on va le voir sur la slide suivante, je pense. On a une gamme de services destinés au e-commerce
et à la proximité qui est très étoffée et qui continue à s'étoffer de mois en mois. Donc on a d'abord la gamme Air by CB. Je ne pouvais pas ne pas vous parler de Faster, que vous connaissez déjà depuis des années, un grand succès. Dès que vous voyez le logo paiement sécurisé par CB en e-commerce, eh bien c'est Faster qui est à l'œuvre derrière. Voilà. Ensuite, on a Updater, donc un service qui est assez récent, qui consiste à permettre aux e-commerçants d'avoir sa base de panne renouvelée de manière automatique, ce qui permet d'éviter les interruptions de service en cas de renouvellement ou de remplacement de la carte. Patricia, elle expliquait, c'est toujours embêtant quand on doit actualiser et ressaisir son numéro de carte. Bien, Updater, l'objectif, c'est d'éviter à ce que l'utilisateur, le client, ait besoin de ressaisir ces informations dans toutes ses applications. Ensuite, on a déployé, commercialisé déjà l'offre Safer. Donc Safer également destinée aux e-commerçants. Son objectif, c'est de leur permettre de maximiser leur taux de frictionless. Donc le frictionless, c'est le paiement sans authentification autorisé par la DSP2. Donc ce service leur permet d'optimiser l'utilisation des exemptions de la DSP2 et des RTS SCA pour maximiser le taux de frictionless. Et enfin, dans la gamme Air by CB, vous allez bientôt voir venir une nouvelle offre, un nouveau service qui s'appelle Booster, qui va consister en un portail web à destination des commerçants, là aussi, qui va leur donner un certain nombre de KPI créés grâce à toute la force de la data CB derrière. Et concernant la roadmap, j'y reviendrai un peu plus tard, donc je ne m'étends pas là-dessus. Ensuite, on a toutes les offres basées sur la tokenisation, donc propulsées par Lastet et par Franck, qui va nous en parler. Donc, voilà, le moteur, c'est Lastet, c'est Franck. Donc on a d'abord l'offre tokenisation Card on File, dont on vient tout juste de démarrer la commercialisation après un pilote fructueux en fin 2024. C'est en fait l'équivalent premium d'Updater by CB, puisqu'on va utiliser à la place du PAN un token, ce qui permet d'enrichir l'expérience utilisateur, par exemple avec un visuel de carte, ce que vous n'avez pas aujourd'hui avec Updater. On va également avoir un modèle de sécurité différent, puisqu'on va créer un token qui va être rattaché au commerçant. Hein. Voilà, je ne m'étends pas plus là-dessus, on y reviendra. Et vous pouvez également aller sur notre stand, on a des flyers, on a des démonstrations. Je vous invite à aller visiter mes collègues dans la journée. Sur le e-commerce encore, et pour terminer sur le volet e-commerce, on a Click to Pay. Donc Click to Pay, c'est une offre qu'on est en train de construire. On a terminé l'appel d'offres en fin d'année dernière. Maintenant, on entre en phase de construction. Notre objectif, c'est de lancer un pilote à la fin de l'année. Alors, c'est quoi Click to Pay? Je pense que vous en avez entendu parler, ça fait l'actualité. C'est une nouvelle manière de payer en e-commerce de manière fluide et sécurisée, sans avoir à saisir son numéro de carte. Donc, en termes d'expérience utilisateur, ça se compare à Apple Pay, au bouton Apple Pay, au bouton Google Pay, au bouton Samsung Pay. Voilà. Je clique, je m'authentifie, si besoin, et ça paye. Enfin, et là c'est ma spécialité, on a le paiement mobile avec toutes ses déclinaisons. Donc déjà depuis près de 10 ans, on est capable aujourd'hui de faire du paiement mobile sur Android en mode HCE, et on a accompagné Paylib, certains émetteurs sur Paylib là-dessus. Alors Paylib a disparu, mais les applications existent encore. Et depuis 2018, donc on a la chance aussi d'avoir lancé Apple Pay, et on travaille de la même manière avec Samsung Pay et Google Pay. Mais alors Benoît, quand je discute avec les marchands ou les acteurs du paiement en France, Apple Pay est un succès, mais aussi les autres solutions Google, Samsung arrivent. Hein. Néanmoins, quand je regarde les flux CB, ça ne se retranscrit pas forcément dans les chiffres. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, c'est très vrai. Je crois que notre président en a parlé ce matin. Il a dit que 48% des paiements étaient faits avec une carte aujourd'hui, de tous les paiements en France. Le mobile aujourd'hui, c'est 4%. Donc c'est déjà beaucoup. Et ce qu'il faut voir, c'est que ça a considérablement augmenté ces dernières années. Depuis
depuis les années Covid, depuis après le Covid, on était sur des augmentations à 3 chiffres tous les ans et même plutôt plus de 100% que plus 100% chaque année. Depuis 2023, ça ralentit, mais on est toujours sur des taux de croissance autour de 50 ou 60%. Maintenant, la problématique, c'est quand on compare la part de marché de CB sur la carte par rapport à la part de marché de CB sur le mobile, on constate qu'il y a un écart très significatif. Pourquoi ? Il faut être honnête, tout simplement parce que, au départ, c'est la première raison, notre offre n'était pas au niveau par rapport à la concurrence. Pendant longtemps, on a supporté, comme je l'ai dit, que Apple Pay, que les solutions Paylib, et on n'était pas sur Samsung Pay ni sur Google Pay. Première raison. Deuxième point, il y a eu un manque d'investissement en fait, sur le mobile qui était lié au départ au fait que les volumes étaient peu significatifs. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a des volumes, enfin, on a plus d'1 milliard, on a 1,6 milliard de transactions en 2023. En 2023, on sera à 2,5 milliards, je pense, en 2024, lorsque les chiffres seront officialisés. Donc peu de volume, peu d'investissement. On avait le projet EPI en parallèle, donc qui a redirigé les investissements plutôt vers EPI. La carte EPI a été abandonnée, les investissements sont revenus sur CB, sur la carte CB. Et donc j'ai eu le plaisir, la chance d'en bénéficier à travers mes projets et avec la STET en partenariat. Donc voilà, on n'était pas à notre place pour ces raisons essentiellement, mais depuis 2023, on est en train de travailler ardemment à résoudre cette problématique. Et Benoît, nos solutions digitales qui sont co-construites avec la STET, tu l'as dit, aujourd'hui, quelles sont les difficultés que rencontrent les acteurs pour les implémenter? Pourquoi ce n'est pas déjà fait? Alors, tu as donné quelques explications. Les difficultés, elles sont de deux ordres. Le premier ordre, c'est que ce sont des projets qui impliquent de très nombreux partenaires et tous les métiers en fait, parmi ces partenaires. Quand je dis de nombreux partenaires, on peut penser qu'il n'y a que la banque, la CB et la STET, mais il faut aussi compter avec le wallet. Puisqu'on fait du co-badging, il faut aussi compter avec les schemes internationaux. Il faut compter avec les PSP, les PAT, et donc il faut coordonner tout ça. C'est jamais très simple. On peut avoir des cultures d'entreprises différentes, on peut avoir des cultures différentes. C'est pas la même chose de travailler avec Google qu'avec Apple ou avec Samsung. Donc ça, c'est déjà une première difficulté. La deuxième difficulté, elle est plus triviale. Depuis 2023, donc, on a vraiment mis l'accélérateur sur ces projets et donc on mène énormément de projets en parallèle. Et donc, la problématique qu'on s'attache à résoudre, c'est comment placer tous ces projets, comment affecter nos ressources de manière optimale pour pouvoir répondre aux objectifs, aux ambitions de tous nos partenaires, et en premier lieu, les banques, les émetteurs qui sont en train de déployer le service avec nous. En tout cas, la conclusion que j'en fais, c'est que ça prend, il y a de l'appétence et l'écosystème adopte les solutions. Clairement, ça prend, ça commence à se traduire dans les chiffres. Excellent. Franck, on a parlé tout à l'heure de ce que faisait la STET et plus en détail, est-ce que tu peux nous décrire ce que vous mettez en œuvre pour améliorer l'expérience des clients, l'expérience des paiements digitaux et puis aussi tout le travail que vous faites sur la lutte contre la fraude? Alors, juste en quelques mots sur la lutte contre la fraude, STET propose deux services principaux de scoring card. Le service de scoring en autorisation et le service de scoring en authentification, qu'on appelle aussi le RBA. Donc, depuis 2014, nous disposons d'un service de scoring card qui a contribué à la diminution de la fraude carte en France, en coordination bien sûr avec carte bancaire et l'ensemble des établissements financiers. Depuis 2019, nous disposons également d'un scoring en authentification pour les transactions marchandes en e-commerce. Et puis, ça permet aux émetteurs de détecter plus tôt les transactions frauduleuses dès l'authentification au porteur et de fluidifier les paiements. En 2024, on a déployé un nouveau moteur de scoring temps réel basé sur l'intelligence artificielle et le machine learning. Donc, tout ça pour encore le scoring d'authentification carte. Et donc, ça a permis d'améliorer le niveau de détection de la fraude. Par ailleurs, STET réalise aussi du scoring de transactions SEPA. Donc, on fait du scoring sur les SCT, SDD, SCT Inst,
au quotidien. Donc c'est aussi d'autres actions voilà, sur la lutte contre la fraude. C'est un des axes forts de STET par rapport à tous les enjeux de paiement que l'on traite. Donc ça veut dire concrètement, lorsque je réalise un paiement par carte ou un virement SEPA, la STET dispose en fait d'une sorte d'historique, d'un profil de l'utilisation que peut faire Alexandre. Puis à partir de ça, vous benchmarkez, vous scorez la transaction, c'est ça? Alors il y a un ensemble de travaux qui sont réalisés en coordination avec Carte Bancaire et les équipes de STET et les établissements financiers pour déterminer en fait des modèles d'analyse. Et à chaque fois, effectivement, que nous voyons passer une autorisation carte sur les réseaux carte bancaire, donc ce système s'active, réalise, analyse et puis donne un score et permet à l'émetteur de prendre la bonne décision quant à la volonté de laisser ou pas cette autorisation passer. Et en temps réel. Et en temps réel. C'est ça en quelques millisecondes, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Bravo, bravo. On revient à toi, Patricia. Alors, tout à l'heure, on a parlé des innovations. La question que je pense qui intéresse l'auditoire, c'est lorsqu'une nouvelle fonctionnalité arrive dans les paiements digitaux, comment ça se passe pour que toi, Deezer, tu l'implémentes? Comment tu te fais accompagner? Est-ce que ton prestataire de paiement t'accompagne, te prend par la main? Est-ce que c'est transparent pour toi? Explique-nous comment ça se déroule. Normalement, oui. C'est très simple, pour être honnête avec toi. Par contre, je dois préciser que chez Deezer, on va privilégier travailler plutôt avec un prestataire de paiement pour les paiements par carte. Donc, je ne peux pas répondre, en fait, si peut-être il y a des entreprises dans l'audience qui font multiprocesseurs. Dans ce cas, peut-être ce n'est pas exactement la même réponse. Mais dans notre cas, c'est assez simple. Bien sûr, une fois qu'il y a une fonctionnalité des CV, comme Updater, c'est le cas, on va parler directement avec notre prestataire de paiement. Dans la majorité des cas, c'est disponible. Donc, on va l'implémenter. Je pense qu'on a eu un petit changement, mais en fait, honnêtement, l'effort, c'est très, très minimal. Je pense que pour CV, on a dû ajouter un champ additionnel parce que notre prestataire nous a envoyé un nouveau champ, donc on devrait stocker quelque chose de nouveau, mais honnêtement, pas grand-chose côté technique. Ok, donc c'est assez simple. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et on a parlé d'Updater. Benoît, tout à l'heure, a parlé de la tokenisation des cartes on file. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on va faire un paiement sur Internet, on va remplacer le numéro de carte par un alias qu'on appelle un token. Donc chez Carte Bancaire, on a lancé c'était en janvier dernier, février dernier, il y a un peu plus d'un mois, ce service. C'est-à-dire que désormais un commerçant ou un prestataire de solutions d'acceptation peut aller chez Carte Bancaire chercher des tokens pour faire des paiements sur Internet. C'est tout récent chez CB, mais ça existe déjà depuis bien plus longtemps sur des réseaux de paiement internationaux. Patricia, est-ce que c'est quelque chose que vous expérimentez déjà, volontairement ou involontairement? Est-ce que tu as un feedback par rapport à ça? Oui, on l'expérimente déjà avec les réseaux internationaux et notamment on espère le faire similairement avec CB bientôt. Comme je disais tout à l'heure, on va privilégier un prestataire plutôt. Donc, en fait, la tokenisation, on va la sentir plutôt dans les types de fonctionnalités qu'on peut avoir à partir de la tokenisation, que c'est, par exemple, l'effet d'obtenir les coordonnées bancaires nouvelles d'une carte expirée, par exemple. Donc, ça, c'est la fonctionnalité que, pour nous, en tant qu'entreprise d'abonnement, on va beaucoup apprécier parce que ça va permettre la fluidité, la continuité du service sans interruption pour nos utilisateurs et bien sûr, ça va réduire la perte potentielle des utilisateurs. Par contre, et ça c'est une chose qu'on devrait préciser, les accès des updaters, soit en CV ou soit dans les réseaux internationaux, dépendent beaucoup de l'adoption et la promotion de les émetteurs auprès des porteurs de la carte. Actuellement, je pense que tu peux dire mieux que moi quelle banque, mais je pense qu'il y en a 3 ou 4 banques qui permettent en fait aux utilisateurs de manière automatique d'actualiser ces coordonnées bancaires auprès des marchands, mais le reste des banques reste encore un service à la demande de l'utilisateur, des porteurs de la carte, pardon. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de porteurs de la carte qui ne connaissent pas les services, donc ne demandent pas ça. Donc, malheureusement, côté marchand, on ne peut pas profiter entièrement de la fonctionnalité
pour cette limitation. Merci Patricia. Et alors derrière un token CB, il y a la STET. Franck, la tokenisation, c'est pas nouveau pour vous, vous en faites depuis longtemps. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et puis ce que vous avez mis en place derrière comme infrastructure? Alors, STET a déployé en 2017 une solution de digitalisation carte bancaire en développant tout d'abord un TSP conforme au standard MVCO, permettant d'attribuer pour chaque carte bancaire des tokens de paiement pouvant être déployés ensuite sur différentes natures de supports. Ça peut être un téléphone mobile, mais ça peut être aussi une montre connectée ou tout autre device. Le token de paiement, il peut être ensuite utilisé en remplacement du numéro de carte, et ça sans impact sur l'écosystème de paiement. Ça, c'est vraiment important. C'est ce qui a facilité vraiment le déploiement des tokens dans l'écosystème. Et puis en minimisant aussi les risques sur l'usage de la carte originelle. Pourquoi on minimise les risques? Parce que le token, comme je viens de le dire, il est attribué à un device, donc il peut être utilisé uniquement sur ce device. Et en plus, il a un domaine qu'on appelle un token domaine, et on va pouvoir cibler, si on le souhaite, l'usage simplement, par exemple, sur un grand e-commerce. Et puis le token ne pourra être utilisé que dans ce cadre-là, ce qui est complètement différent que lorsque vous utilisez votre carte pour tout type de paiement. Donc ça renforce vraiment ces aspects de sécurité. Donc cette solution, elle a été rapidement utilisée par deux grands groupes bancaires, CAPS et Société Générale, qui leur a permis rapidement de digitaliser des cartes en co-badging CB sur Apple Pay et HCE, comme disait Benoît tout à l'heure. Donc, derrière un paiement avec Apple Pay, ou demain Google ou Samsung, peu importe, c'est un token qui est toujours utilisé. Ça sera un token, ouais. Et du coup, on est en capacité d'en délivrer autant que c'est nécessaire, et on a une facilité à gérer le token de manière, comme je disais tout à l'heure, de le supprimer, de le suspendre, et tout en laissant la carte vivre de sa vie jusqu'à ce qu'elle soit renouvelée. En termes de plateforme, donc notre plateforme aujourd'hui, elle est plutôt constituée de 2 briques et une troisième qu'on est en train de construire. Donc 2 briques principales fonctionnellement, donc le TSP dont je viens de parler, qui est le cœur de la solution de digitalisation. C'est un vault qui contient les couples numéro de carte, token. Et donc c'est grâce à lui qu'on est en capacité de créer l'ensemble de ces tokens en les associant à chaque carte des émetteurs CB. Donc à tout moment, on peut faire suspendre, supprimer, et on n'a pas besoin de mettre en opposition notre carte, ni remplacer la carte. Il suffit simplement de supprimer le token et de le réémettre. Donc c'est vraiment une facilité d'usage au quotidien. Ce hub, on a derrière une deuxième brique qui est un hub. C'est une brique qui nous permet l'interconnexion de tous les acteurs autour du paiement mobile. Donc notamment, Benoît en parlait, DXP. Ce hub, en fait, il est celui qui va faire l'orchestration. Il reçoit de la part de Apple Pay, par exemple, une demande de digitalisation de carte qui a été réalisée par un porteur sur son mobile. Et on va y répondre. On y répond d'abord en créant un token à travers le TSP. On va solliciter l'émetteur pour avoir son accord et le créer. On va construire les éléments qui vont constituer avec le token les éléments de sécurité à transmettre à Apple pour qu'ils soient mis sur le device de la personne. Donc ça, c'est le deuxième grosse brique. Et ces briques-là, comme l'a dit Benoît, on les a vraiment renforcées avec le programme Digital 2026. On a développé de nombreux cas d'usage. Actuellement, on est en train de démarrer bientôt la connexion avec Samsung. Google arrive, on l'espère, d'ici quelques semaines ou mois également. Mais ça va être une première parce qu'aujourd'hui, ça n'existait pas. On ne savait pas faire. Google et Samsung ne savaient pas faire du co-badging CB. Donc ça va être aussi un bon démarrage. Nous avons par ailleurs, avec ce plan dynamique CB, développé des nouveaux use cases en paiement e-commerce et aussi faciliter l'open paiement dans les transports. Donc ça, c'est des points qui sont assez importants. Et puis je parlais de 3 briques tout à l'heure. La dernière, c'est une brique que nous sommes en train de construire, celle que Benoît a citée tout à l'heure, depuis la décision de lancer le Click to Pay CB
Nous construisons une brique actuellement qui s'appelle le SRC System, qui est conforme aux spécifications MVCO, pour nous permettre demain de faire du one-click en e-commerce. Et comme l'a dit Benoît, arrivé en fin 2026, nous devrions avoir une plateforme qui offre tous les services attendus dans l'écosystème CB. Mais alors Franck, si je reprends tes deux premières briques, donc tu as le hub, c'est là où tu vas brancher tous tes acteurs. Donc d'un côté, tu as les émetteurs, puis de l'autre côté, les prestataires de paiement des commerçants. Tu as ton token vault, c'est ton coffre-fort avec tes numéros de carte et puis tes tokens qui correspondent en face. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais un paiement avec un token, il faut que j'aille solliciter cette brique. C'est ça? En fait, on a plusieurs briques. Les briques, elles servent. Il y a des briques qui servent principalement à l'enrôlement, donc c'est-à-dire à digitaliser les cartes. Et après, on rentre dans du paiement standard. Comme je le disais au début, la carte ou le token, c'est la même chose. Donc en fait, on rentre dans un paiement standard. On est sur une autorisation qui se passe au point de vente ou par mobile directement. Et puis, on va, lors de l'autorisation, solliciter notre TSP qui va lui aller prendre le token qui se trouve dans l'autorisation, chercher dans notre vault la carte correspondante, la mettre dans l'autorisation pour la donner à l'émetteur, et l'émetteur peut ensuite prendre sa décision sur tout ça. Et en même temps, on assure tous les contrôles cryptographiques associés à la transaction et en fonction de chaque use case, Apple, Google, Samsung. Alors du coup, ça pose la question de la résilience de ces infrastructures. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait un paiement, si ces briques sont sollicitées, qu'est-ce que vous avez mis en place côté STET pour s'assurer que cette brique critique fonctionne à chaque instant? Alors la résilience, ces plateformes en fait, que l'on fait, ils sont by design réalisés pour garantir le service attendu. Déjà, c'est le départ. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces plateformes techniques et les applicatifs qui sont déployés, ils sont ce qu'on appelle hautement disponibles. Donc on parle souvent des 90, 99, 99, 999, où là, ça représente une tolérance d'arrêt de à peine 5 minutes par an. Et donc, ça, c'est l'ADN de STET. L'ADN de STET, et STET fait ça maintenant depuis de nombreuses années. Notre service d'autorisation fait tous ces éléments. Donc, on est habitué à créer ces types de plateformes. Et puis, on le fait aussi plus récemment pour les services d'instant payment, ces paiements SEPA. En fait, pour designer tout ça, il faut prendre tous ces besoins et toutes ces considérations dès la phase de spécification. Non seulement ces besoins de résilience, mais aussi tout ce qui concerne la sécurité, le réglementaire et puis la conformité. Donc tout ça, c'est important de bien le prendre dès le départ pour faire en sorte que ces plateformes soient bien designées. Et il faut savoir que toutes ces plateformes sont designées pour faire en sorte que on peut avoir de multiples pannes et savoir garantir, même sur des multiples pannes, de conserver cette performance à tout instant. Donc ça, c'est des points qui sont importants. Tous les services qui sont critiques, comme on venait de l'évoquer sur le passage de l'autorisation, sont hébergés et processés dans les data centers de STET au quotidien. Par ailleurs, ce qu'on fait, c'est qu'on améliore au quotidien nos plateformes. Donc on vient de déployer notamment une nouvelle plateforme pour traiter justement la tokenisation, avec l'arrivée des nouveaux volumes qui arrivent et l'onboarding de tous les émetteurs CB dans les prochains mois qui arrivent. Et puis, comme le signalait Benoît, surtout l'augmentation et l'usage en termes de volume qui fait que cette plateforme, on l'a resizée, redimensionnée, apporté encore des niveaux complémentaires de résilience, et tout ça pour aller vers une cible de résilience très forte. Donc, en gros, pour répondre à ta question, toutes les fonctions critiques sont toujours assurées. Pour les autres, on peut tolérer une indisponibilité de quelques secondes. Merci pour cette explication. Tu nous as fait le grand tour, mais au moins on a l'exhaustivité des informations. Benoît, tu vas répondre à au dernier point, parce que le temps passe très vite. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots, nous présenter la roadmap Digital CB, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et qu'est-ce qui est prévu pour demain? Alors oui, la roadmap Digital CB est bien chargée et je vais aller à l'essentiel. CB STET, on peut dire. CB STET, oui, puisqu'on travaille en partenariat avec STET. Donc sur Updater, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a 80% des cartes CB qui sont compatibles et 100% d'ici le deuxième trimestre.
La tokenisation card on file, on l'a dit, la commercialisation a débuté en février après un pilote avec plusieurs commerçants et plusieurs banques fin 2024. On a Booster donc, qui va arriver en pilote très bientôt et en commercialisation à partir d'octobre normalement. Click to Pay, donc on l'a dit, pilote fin 2025, c'est notre objectif, et une commercialisation, une généralisation à partir lors du premier semestre 2026. Et le paiement mobile, beaucoup de choses sur le paiement mobile. Franck a un peu spoilé. on a eu le plaisir de signer avec Samsung et on va très bientôt signer avec Google. Donc je peux vous dire qu'on va lancer Google Pay, Samsung Pay cette année en co-badging CB, mais pas que. Il y a un autre cas d'usage qui nous tient à cœur aussi chez CB, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le collège B, les émetteurs de titres restaurants. Donc on va lancer aussi les titres restaurants dans ces solutions et c'est une grande première. C'est une grande première. Donc vous pourrez digitaliser vos cartes Edenred, Pluxee, Up et Bimply ou Swile dans ces solutions dans un avenir proche. Et enfin, je voulais également dire un mot sur les titres spéciaux de paiement. Donc tout ce qui est chèques d'accompagnement personnalisé, chèques culture, chèques vacances, qui vont être dématérialisés sur la forme de carte progressivement, sur la forme de carte CB en fait. Il y a déjà des cartes qui vont sortir, des cartes physiques qui vont sortir cette année, et naturellement, ces cartes vont venir aussi être digitalisées dans des solutions de paiement XP, et donc on va s'attacher à le permettre en 2026. Voilà, en 2 mots. Merci Benoît, et puis merci à tous les 3 pour ce témoignage complémentaire. Il nous reste, alors vous ne voyez pas, nous on a un bel écran devant nous avec un chrono qui devient rouge, on dirait qu'il va exploser. Il nous reste 3 minutes pour des questions-réponses, donc on va s'appuyer sur ceux d'entre vous qui ont scanné le QR code. Et alors moi j'ai une première question qui est plutôt destinée à Patricia. Et le marché des PSP est ultra concurrentiel. Et qu'est-ce que tu attends, toi, d'un PSP idéal, d'un PSP ou d'un PAT idéal? Déjà que ça soit solide au niveau technique, parce qu'on a beaucoup de volume de transactions, donc c'est la première chose. Un accompagnement, bien sûr, sur tous nos mêmes innovations, même day-to-day, parce qu'on a pas mal de soucis parfois pour certains types des émetteurs. Je ne parle pas que la France, je parle un peu partout. Donc bien sûr aussi un prestataire qui soit capable de s'adapter rapidement à un nouveau marché, parce que si on a ces besoins, il faudra dérouler tout rapidement. Et finalement, bien sûr, qui c'est un prestataire qui soit au niveau de l'innovation à partir des nouveaux méthodes de paiement ou des nouvelles fonctionnalités, qui ça soit prêt à pouvoir s'adapter à nous. Et bien sûr que ça soit spécialisé sur l'abonnement, bien sûr. Merci Patricia. Une dernière question, plutôt pour Benoît, je pense. C'est le cas d'un utilisateur qui a dans son portefeuille une carte qui est co-badgée, à la fois CB et Visa, ou CB ou Mastercard. Et lorsqu'il l'a digitalisé dans Apple Pay, il a uniquement Visa ou Mastercard. Et du coup, le jour où sa banque va pouvoir proposer CB avec Apple Pay, comment ça va se passer pour lui? Est-ce qu'il va devoir désinstaller, réinstaller, faire une action? Non, alors c'est magique en fait. Ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est effectivement que l'utilisateur ait à supprimer sa carte et à la remettre, parce qu'on va en perdre plein et puis ça va prendre énormément de temps à convertir tout le parc. Donc avec la STET et avec les wallets XP, on a développé des API qui nous permettent de faire cette migration de manière transparente pour les utilisateurs. Donc Alexandre, tu vas te coucher le soir et le lendemain matin, tu vas apercevoir un logo CB sur ta carte dans Apple Pay, en plus du logo Visa ou Mastercard. Et ça va fonctionner immédiatement, sans action supplémentaire de ta part. Voilà. Donc, lorsque je vais aller régler un achat chez mon boulanger ou sur Deezer, par exemple, c'est quoi qui va passer par défaut? Ça va être du CB ou une autre marque? Ça dépend de moi ou ça dépend de la préférence du commerçant. Voilà. Très bien.
Eh bien, écoutez, merci. Le temps nous est voilà, terminé. Merci pour votre écoute. Merci à nos 3 intervenants. Et on se met à votre écoute juste à côté pour poursuivre l'échange si vous le souhaitez. Merci.